Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Et ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. C'est l'histoire d'un système qui n'a plus besoin de crier pour obtenir ce qu'il veut. Ce que vous regardez en ce moment n'est pas arrivé avec des sirènes ou des discours. C'est arrivé silencieusement, par des bilans financiers, par des infrastructures, par un glissement progressif de ceux qui contrôlent la survie. Rien ne s'est effondré. Rien ne ressemble à une urgence. Et c'est précisément là le danger. Parce qu'à un moment donné, le pouvoir a compris qu'il n'avait plus besoin d'envahir. Il pouvait simplement rediriger. Si vous vivez dans un monde où l'argent circule plus vite que les armées, où les pipelines durent plus longtemps que les gouvernements, où la stabilité est conditionnelle et où les revenus relèvent de l'autorisation, alors vous êtes déjà à l'intérieur de cette histoire. Restez avec moi. Pas parce que c'est spectaculaire, mais parce qu'une fois que vous voyez le mécanisme, vous ne pouvez plus l'ignorer. Et une fois que vous le reconnaissez ici, vous commencerez à le reconnaître partout. Alors voyons ce qui a réellement changé. Et pourquoi cela compte aujourd'hui? Ce qui contrôle désormais le système n'est pas l'idéologie. Ce ne sont pas les élections. Ce n'est même pas la force, c'est la dépendance. Plus précisément, la dépendance à une seule source de revenus, qui ne peut pas être remplacée assez rapidement pour résister à la pression. C'est ici que l'histoire bascule silencieusement. Car lorsqu'un gouvernement dépend d'une seule marchandise pour survivre et que cette marchandise dépend de l'accès, du financement, de l'assurance, du transport et des acheteurs, le contrôle n'exige plus d'occupation. Il exige une autorisation. Le système ne demande plus qui gouverne. Il demande qui allume ou éteint les revenus. Et une fois cette question réglée, tout ce qui est en aval s'aligne, la politique, la police, les prisons, la paix. Ce n'est pas de la diplomatie au sens classique, c'est de la gestion de système. Le langage est coopératif, la structure est conditionnelle. Et le mécanisme d'application n'a jamais besoin de se déclarer. Il lui suffit d'attendre. Parce que lorsque la stabilité est louée et non possédée, l'obéissance devient l'option la moins coûteuse. Et une fois qu'un système apprend cette leçon, il commence à l'appliquer partout. Mais cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'est ce que beaucoup ont manqué. Les changements les plus dangereux sont ceux qui semblent raisonnables sur le moment. Celui-ci s'est installé lentement. Avant, le pouvoir s'annonçait, il venait avec des ultimatums, des délais, des menaces visibles. Aujourd'hui, le pouvoir préfère la normalisation. Avant, la perturbation ressemblait à une crise. Aujourd'hui, la crise est gérée hors champ. Avant, la pression était brutale. Aujourd'hui, elle est calibrée, progressive, techniquement justifiée. Rien n'a cédé. Rien ne s'est brisé devant les caméras. À la place, le système a appris que lorsqu'on laisse les infrastructures se dégrader assez longtemps, le contrôle se présente comme un sauvetage. C'est cela le basculement. Ce qui aurait été appelé intervention est désormais présenté comme assistance. Ce qui exigeait autrefois la force est qualifié d'optimisation. Ce qui ressemblait à de la contrainte devient de l'inévitabilité. Et parce que cela se fait progressivement, parce que chaque étape peut être expliquée, parce que chaque mouvement semble réversible, les gens s'adaptent. Les institutions d'abord, les marchés ensuite, les gouvernements ajustent leur comportement en silence. Lorsque le public s'en rend compte, le levier est déjà intégré au système. Et c'est alors que le véritable test commence. Car tôt ou tard, le système doit prouver qu'il fonctionne. Et il le fait par un choc, puis vient ce moment qui ressemble à un progrès. Pas un traité, pas un accord de paix. Un Geste. Des personnes sont libérées, silencieusement, sélectivement. Les cellules s'ouvrent. Les familles se retrouvent. Les caméras captent le soulagement, pas la négociation qui l'a précédé. En surface, cela ressemble à une désescalade, un apaisement, la preuve que la pression a fonctionné. Mais ce n'est pas l'histoire, parce que rien de structurel n'a changé. Aucun système n'a été démantelé. Aucun levier n'a été retiré. Ce qui a changé, c'est le signal. Le message n'était pas destiné au public, il était destiné au marché, disait
la coopération est possible, la conformité est récompensée, la résistance est facultative pour l'instant. C'est ainsi que le système se teste. Pas avec des chars, avec la réversibilité. Si ce geste est suivi d'accès, d'investissement, d'un rétablissement des flux, alors le mécanisme est validé. Et une fois validé, il s'étend. Si vous regardez encore, vous comprenez déjà pourquoi cela compte. Parce que c'est ici que le levier cesse d'être théorique et que le prochain mouvement nous dira s'il s'agissait de retenue ou de répétition. Voici comment le système fonctionne réellement. Pas dans les discours, pas dans les communiqués, dans les points d'étranglement. Les revenus n'arrivent pas seuls. Ils passent par des portes, assurances, routes maritime, capacité de raffinage, canaux de paiement. Aucun de ces éléments n'appartient au pays qui produit le pétrole. Le contrôle n'exige donc pas la possession du territoire, il exige une influence sur le chemin. Lorsque les infrastructures sont reconstruites de l'extérieur, lorsque l'expertise est importée, lorsque le capital arrive sous condition, le système devient lisible pour ceux qui le financent. Ils voient tout. La production, les retards, la résistance. Et cette visibilité est un pouvoir. Ceux qui coopèrent maintiennent le flux. Ceux qui ne coopèrent pas rencontrent des frictions. Pas immédiatement, mais progressivement, une cargaison retardée, une licence révoquée, un problème d'assurance insoluble. Aucune annonce n'est nécessaire. Et voici le point crucial. Ceux qui bénéficient le plus de ce système n'ont jamais à l'imposer directement. Le gouvernement absorbe le risque, la population absorbe le choc. Les entreprises absorbent les gains et le système continue de fonctionner. Mais ces systèmes ne restent stables que tant que tout le monde croit que l'interrupteur ne sera jamais actionné. L'histoire suggère que cette croyance ne dure jamais, puis la pression se resserre. Pas brutalement, juste assez pour être ressentie. La production ralentit, les réparations attendent, la paperasse s'accumule, les dirigeants le remarquent en premier. Toujours. Un permis qui prenait quelques jours en prend désormais des semaines. Une cargaison reste à quai. Un paiement arrive en retard. Personne n'appelle cela une sanction. Personne n'en a besoin. À l'intérieur du pays, les effets s'accélèrent. Les revenus baissent, les budgets se contractent, les promesses sont repoussées, les forces de sécurité le ressentent. Les travailleurs publics aussi, les marchés également. Et soudain, la stabilité a un prix, c'est la phase d'accélération. Là où le levier cesse d'être un bruit de fond et commence à façonner le comportement en temps réel. Les décisions se réduisent, les options disparaissent, la tolérance au risque s'effondre. Le système n'a pas besoin de menacer l'effondrement. Il laisse simplement les gens l'imaginer. Car lorsque la survie dépend du flux, chaque action est évaluée selon son potentiel de perturbation. Et c'est à ce moment-là que la conformité cesse d'être négociée et devient internalisée. Mais il y a un problème. Les systèmes fondés sur la pression ne contraignent pas seulement les gouvernements, ils mettent tout ce qui est en dessous sous tension. Et tôt ou tard, quelque chose cède. La question n'est pas si, c'est où, et c'est là que vous entrez en jeu. Car ces systèmes n'atteignent pas d'abord les gouvernements, ils atteignent les gens, les salaires qui arrivent en retard, les prix du carburant qui explosent sans avertissement, les hôpitaux qui rationnent, les écoles qui ferment discrètement des programmes. Vous le ressentez avant qu'on ne vous l'explique. On vous dit que c'est temporaire, technique, nécessaire et peut être que sur le papier, ça l'est. Mais la réalité vécue ne suit pas des tableurs. Lorsque les revenus deviennent un levier, votre vie devient une garantie. Chaque retard se propage. Chaque cargaison bloquée devient un salaire manqué. Chaque décision de conformité prise au sommet est absorbée par quelqu'un qui n'a jamais voté pour elle. C'est ainsi que ces systèmes restent invisibles. Ils distribuent la douleur vers le bas. Ils externalisent les conséquences. Et si vous vous dites, en regardant cela, cela semble lointain, étranger, c'est exactement l'erreur sur laquelle ces systèmes comptent. Car une fois normalisés, ils ne restent pas confinés. Si cela vous concerne, restez avec moi. Pas par indignation, par intérêt personnel,
Parce que ce qui vient ensuite déterminera si ce modèle reste une exception ou devient la règle. C'est le moment où le système cesse d'être local, car lorsqu'un modèle prouve son efficacité, il se diffuse, pas comme une politique, comme un précédent. D'autres gouvernements observent, d'autres marchés s'ajustent, d'autres institutions intègrent l'idée que les infrastructures peuvent être conditionnelles, que l'accès peut être révoqué, que la conformité peut être imposée sans intervention. Les chaînes d'approvisionnement se recalibrent, les investisseurs exigent des garanties qui ressemblent moins à des contrats et plus à du contrôle. Et soudain, il ne s'agit plus du pétrole d'un seul pays. Il s'agit de savoir si la souveraineté peut survivre dans un monde où les systèmes critiques sont lisibles de l'extérieur et contraints à distance. L'onde de choc ne s'annonce pas. Elle se manifeste par la volatilité, par l'hésitation, par un recalcul discret de risque. Il suffit d'une seule perturbation pour rappeler à quel point tout est exposé. Et une fois ce rappel diffusé, la pression se propage sans être appliquée. C'est ainsi que les systèmes s'étendent aujourd'hui. Pas par la conquête, par l'imitation. Et cela devrait vous inquiéter. Car une fois que cette logique devient mondiale, il n'existe plus de terrain neutre. Seulement des nœuds et des points d'étranglement. Et l'avenir dépend de ceux qui les contrôlent. À partir de là, le système suit 3 trajectoires possibles. Aucune n'est théorique. La première est l'ajustement. Le système tient, la conformité devient routinière. Les revenus circulent suffisamment pour éviter l'effondrement, mais jamais assez librement, pour supprimer le levier. La stabilité existe, mais elle est conditionnelle, gérée, fragile. La deuxième est l'érosion. Les petites défaillances s'accumulent, la maintenance prend du retard, la confiance s'effrite. Le coût du contrôle augmente plus vite que ses bénéfices. La pression doit être appliquée plus souvent, plus visiblement, jusqu'à ce que le système commence à se retourner contre lui-même. Et puis, il y a la rupture. Une erreur de calcul, une réponse tardive, une coupure qui dure trop longtemps. Les revenus s'arrêtent. Les institutions se fracturent. La pression passe de l'économique au physique. À ce moment-là, le contrôle ne paraît plus élégant. Il paraît exposé. La trajectoire qui émergera ne dépend pas de l'idéologie. Elle dépend du timing, de la retenue et de la conviction de ceux qui tiennent l'interrupteur. Qu'ils pourront toujours le rallumer, l'histoire suggère qu'ils le croient toujours, jusqu'au moment où ce n'est plus le cas. Et ce moment n'est jamais annoncé à l'avance. Il arrive silencieusement. Comme tout le reste dans ce système, si vous attendiez un méchant, vous n'en aurez pas. Pas de discours à citer, pas de décision unique à annuler, pas de moment précis où tout a basculé. Parce que ce système ne viole pas les lois. Il les dépasse, il ne s'empare pas du pouvoir. Il rend la résistance inefficace. Et lorsque cela arrive, le danger n'est plus l'abus. C'est l'acceptation, l'accord tacite que la stabilité vaut la dépendance, que l'accès vaut l'obéissance, que le levier est simplement la façon dont le monde fonctionne désormais. Rien dans ce système n'exige de mauvaises intentions, seulement des incitations qui s'alignent assez longtemps pour sembler normales. Mais les systèmes construits ainsi n'échouent pas bruyamment, ils échouent latéralement, en se propageant. La vraie question n'est donc pas si cela fonctionne ici, mais dans combien d'autres endroits cela fonctionnera ensuite. Et combien de temps il faudra avant que vous ne reconnaissiez ce schéma. Dans votre propre vie, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est l'environnement dans lequel nous opérons. Et si vous voulez comprendre ce qui se passe lorsque l'interrupteur est réellement testé, lorsque le levier rencontre la résistance, lorsque le système révèle ses limites, restez avec moi. Parce que la prochaine question n'est pas qui contrôle le système. C'est ce qui se passe lorsque le système décide que le contrôle ne suffit plus